Salut, je m'appelle Xavier Garny et je vous souhaite la bienvenue sur Studio Wakepark, la chaîne dédiée à l'actualité du ski nautique et du wakeboard en France. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de After Sesh, la série de podcasts où on donne la parole à ces personnalités passionnées et passionnantes qui agissent au quotidien pour le développement de notre sport. Je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitch, YouTube et Instagram. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Delacour, skieur 3D et membre du conseil d'administration du Club Nautique de Chartrette et de la Ligue Île-de-France. Salut Arnaud. Salut Xavier. On est à Magic Lakes, Nemours, Grès-sur-Loing, dans une petite cabane. Qu'est-ce que c'est que cette cabane? Tu peux nous dire jusqu'où on est exactement? Elle fait un peu office de clubhouse, parce qu'il y a du matériel donc pour les pratiquants, et puis une petite salle de sport aussi pour les jours où il fait pas très chaud, puis pour que le coach il s'entraîne aussi. Ah ouais, c'est pour le coach aussi. Que le coach se maintienne en forme. Ouais. Ok. Parce qu'il passe pas mal de temps au lac. Et on est placé entre les deux lacs. Entre les deux lacs, spot. sur la digue, exactement. Ouais. Voilà, c'est un endroit en plus moi que j'aime bien. Alors juste à côté du chalet, parce qu'il y a le petit ponton. Et notamment quand il y a les compétitions, c'est là que je viens m'échauffer. Ça permet d'avoir un œil sur le lac, savoir ce qui se passe et savoir qui est sur l'eau. Et puis ça permet d'être un petit peu isolé du ponton de départ. Ouais, bien vu. Ok. On va remercier déjà la patronne d'ici, Céline Détry. Et puis je vais te remercier aussi beaucoup pour avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, c'est plaisir de parler du ski. Carrément. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs? Oui, donc Arnaud Delacour, j'ai 37 ans, ça fait 30 ans, pile cette année que je fais du ski, j'ai commencé à mes 7 ans. Et puis donc j'habite à Chartrette, pas très loin d'ici, en Seine-et-Marne, dans le 77. Là où je suis licencié d'ailleurs, j'ai toujours été licencié là-bas. Et puis sinon, dans la vie, je suis inspecteur commercial dans les assurances, voilà, une compagnie française, pas citer de marque. Et sinon, j'ai un petit garçon qui a 9 ans et demi, voilà. Et puis en dehors du ski, j'essaie de faire toujours de me maintenir en forme. Là, on va arriver dans la saison hivernale, donc on va reprendre les sports un petit peu plus d'intérieur, le basket, le badminton, retourner aussi un petit peu en salle pour se maintenir en bonne condition et puis déjà se focaliser sur la saison prochaine. Ok, merci beaucoup. On va commencer depuis le début. Tu nous as dit que tu as commencé le ski à 7 ans. Comment tu as découvert ce sport, ce beau sport? Et c'est une aventure familiale parce que mon papa en faisait déjà en compétition, donc j'ai passé un petit peu de temps petit sur les plans d'eau et puis il m'avait toujours dit tiens, est-ce que tu veux en faire et je faisais un petit blocage au début et c'est justement ici, tu vois, à Nemours, là où tout a commencé. Ah, parfait. Parce que j'avais un ami d'enfance qui a fait un tour de ski, je suis monté dans le bateau et en le regardant je me suis dit finalement il a l'air de pas mal se débrouiller, c'est peut-être pas si compliqué que ça, je vais tester. Et mon premier tour, ça a été ici à la barre. Il n'y avait pas encore le baby ski à l'époque. Et ce dont je me rappelle, c'est d'avoir pris de l'eau dans le visage pendant tout le tour. Et c'était la surprise, parce que mon père n'était pas au courant que j'allais en faire. Et puis quand il m'a vu en faire, il était super ravi. Ah. Et derrière, ça s'est enchaîné. Il avait son bateau à Chartrette. Donc on a continué à en faire pendant un bon petit moment, même pendant l'école. Donc c'était vraiment... un planning familial qui était bien rodé, puisque le midi, quand on finissait à 11h30, il y avait la maman qui venait nous chercher. Elle préparait le pique-nique. On allait faire notre petit tour de ski le midi, entre midi et 2, pique-niquer, et puis on remontait à 13h30 à l'école. La belle vie. Voilà, 16h30, on finissait l'école, on faisait les devoirs, et puis si les devoirs étaient faits, à 18h, on pouvait retourner skier. Ah ouais. Voilà, tout ça à Chartrette. Et puis après est venu les autres plans d'eau pour se perfectionner, Nemours, Gravon. Il y a eu aussi chez Pierre Guillot à Potamo, du côté de Villeneuve-la-Guyard. Donc voilà, c'était un peu les trois. Donc on est dans le 77 on ici, est dans la le Seine-et-Marne. 77, voilà. Mais c'est vrai que mes deux gros centres d'entraînement depuis que je suis jeune, j'ai beaucoup alterné entre Gravon et Nemours. Et cette année, j'ai fait exclusivement Nemours, parce que voilà, j'ai été très bien suivi et bien coaché par Anthony Hanine, qui est mon coach. Voilà, donc on a fait toute la saison ensemble. Ok, parfait. Et c'est vrai que là, tu as cité quand même un des deux plus gros spots de ski nautique en Île-de-France, en tout cas. C'est ça. Pour moi, de toute façon, les compétitions, elles ont lieu que sur 2 spots au niveau ski nautique, Gravon et Nemours. Nemours, elle en fait 4. Gravon, elle en fait 1 ou 2 selon les saisons, mais c'est vraiment les 2 gros centres d'entraînement qui sortent tous nos champions. C'est-à-dire en Île-de-France, tous les jeunes qui sont aidés par la Ligue, la plupart sont quand même sortis d'Aquaventure à Gravon.
Et puis il y en a d'autres aussi qui s'entraînent à Nemours parce que on a le slalom, on a le tremplin. C'est vraiment les 2 gros bassins d'Île-de-France référence en ski nautique. Ouais. Et alors, comment a commencé un peu ta carrière plus sportive, on va dire? À quel moment tu t'es mis vraiment dans la compète J'ai commencé à 8 ans. À l'épreuve, c'était le sillage d'or. Ouais. Donc maintenant, après, c'est devenu Trophée des Petits Princes. Mais à l'époque, c'était sillage d'or. Donc c'était ma première compétition. C'était à Roquebrune. Ouais. Voilà. Donc je m'en rappelle parce que mes premiers éliminatoires, j'avais raté la porte d'entrée. Je sais plus si c'était au premier ou deuxième passage. Alors, heureusement, à l'époque, on avait le droit à une reprise si on ratait ce premier passage. Voilà. Et puis la deuxième année, donc pour mes 9 ans, là, j'avais gagné le sillage d'or en slalom. Donc, qui est resté ma discipline pendant un bon petit moment, celle que je préférais le plus faire. Donc, je faisais slalom figure, et le saut est venu plus tard. Mon père il me poussait, il me dit: ce serait bien que tu fasses le combiné, que tu fasses du saut, etc. Ça a duré comme ça j'ai fait un peu de résistance jusqu'à aller mes 12-13 ans. Et il m'avait inscrit un jour sur un championnat de France, je crois que c'était minime, minime ou cadet, en me disant: bon, je t'ai inscrit pour les 3D. Je lui ai dit: ouais, c'est bon, t'inquiète pas, d'ici là j'aurais sauté. Et même pas 5 jours avant la compète, j'avais toujours pas sauté. Aïe. J'étais en stage à Gravon, il a débarqué le jeudi en me disant: bon, alors c'est bon, t'as sauté? Donc je me suis habillé un peu en pleurs, tout ça, en disant, je voulais pas y aller. J'ai fini par poser un saut, et du coup je suis arrivé à la compète comme ça, en ayant posé un saut, et j'ai pu faire mon premier combiné en, je sais plus si c'était minime ou cadet, donc je devais avoir aux alentours de 13 ans. Voilà. Ce qui est pas plus mal finalement, parce que c'est vrai qu'on se pose aussi la question en wake de dire les kickers, les tremplins et tout, peut-être justement pas commencer trop tôt. Donc C'est à la ça. limite, c'était pas plus mal que t'aies mis un peu de temps à commencer aussi Oui. pour préserver ton corps et puis pour pouvoir skier le plus longtemps Ouais, possible. exactement, parce que le saut ça tape quand même un peu dans les articulations. On a beaucoup de parents maintenant qui veulent mettre leurs enfants dans les 3D très tôt. Mhm. Ouais, je suis un petit peu mesuré par rapport à ça, parce que je pense qu'à 9-10 ans, il faut quand même encore éviter. Et puis c'est à cet âge-là en fait qu'on peut bien apprendre toutes les bases, et puis on est encore bien souple. Donc slalom, figure, surtout les figures, c'est soit on accroche des petits, c'est pas à 18-20 ans que voilà, vous allez apprendre les bases. En figure, faut être bon tout de suite. Et le saut, disons que c'est facile de vite progresser, je pense. Ouais. Après, même si on commence à 13-14 ans, si on est bien encadré et T'es qu'on est plus mis dans en la tête confiance, que. oui, c'est ça. Faut Mhm. pas être tête brûlée. Il faut vraiment avoir la tête sur les épaules et pas vouloir dire: ah, je vais aller plus loin à fond dans n'importe quelle position. Si on est bien encadré et qu'on prend le temps de franchir les étapes, je pense que le saut, on peut vite gagner des mètres, mais très très vite. Mhm. Ok. Donc tu commences à cette époque-là, tu fais ta première compète où tu fais vraiment les 3 disciplines. Et alors après, comment ça se passe? Après, là, ça fait 30 ans que je fais de la compétition, pratiquement presque, parce que j'ai commencé à 8 ans, allez, ça fera 30 ans l'année prochaine. Et chaque année, allez, championnat de Ligue, championnat de France, voilà. Chaque année, je me disais, c'est peut-être la dernière, parce qu'après, il y a les études, t'arrives, tu commences à avoir 18 ans, tu dis, bon, avec les études, ça va être compliqué d'aller, allez, ce sera peut-être la dernière, puis tu pousses, après tu dis, bon, allez, avec le boulot, ça va être compliqué. Donc oui, c'est compliqué, tu t'entraînes un petit peu moins, mais moi j'essayais quand même de continuer, au moins de faire les compétitions dans la ligue. Et puis après, championnat de France aussi, voilà, selon mon niveau, si je sentais que j'avais une chance ou pas, j'y allais. Et puis essayer de passer aussi à travers les blessures, hein, parce que bon, j'en ai eu quelques-unes. Et puis ça y est, maintenant je me dis que je voyais les catégories seniors comme des vieux dinosaures, mais maintenant j'y suis. Donc je me considère comme un jeune senior, donc j'essaie aussi de faire vraiment attention à mon corps si je veux essayer d'avoir la plus grande longévité possible dans mon sport. Mhm. Après, voilà, je sais que tout peut s'arrêter rapidement, hein. Il suffit d'une mauvaise chute, une blessure ou autre, et puis tu reviens pas comme avant. Enfin, en tout cas, moins bien. Et je me connais, je suis un compétiteur, et si je m'engage en compétition, c'est que voilà, je veux défendre mes chances. Ouais. Si je sens que je suis pas prêt, j'y vais pas. Voilà, parce que je savais que je serais trop déçu, et puis tu peux prendre un coup au moral, donc c'est inutile. Ça marche. C'est vrai que c'est intéressant surtout je pensais plutôt avec le slalom. Effectivement, si tu es toujours en forme pendant longtemps, tu peux skier jusqu'à assez tard quand même. Je vois là, Donc, donc j'étais au championnat du monde à Borèche, et Ouais. j'ai vu des personnes arriver sur le ponton, alors en 3D, mais j'ai vu arriver des personnes qui faisaient aussi le saut à plus de 65 ans. Ah ouais. Tu les vois arriver, c'est limite ils ont le déambulateur sur le ponton. Ils ont un rouleau de tape à chaque genou, ils débarquent sur le ponton, tu te dis mais il va jamais chausser les skis ou il va pas sortir de l'eau, et arriver sur l'eau, à croire que tout s'est volatilisé, ils sont vraiment, Ah ouais, c'est marrant ça. ils se retrouvent tout légers, à croire que sur l'eau, ça y est, ça a mis un petit peu d'huile de coude,
Et les gars, ils envoient 35 mètres à plus de 65 ans, mais vraiment un immense respect. Moi, je sais qu'à 65 ans, je ferai plus de saut, c'est sûr. Je sais même pas si j'irai au-delà de 40, j'en sais rien, on verra. Mais voilà, et c'est vrai que beaucoup font du slalom parce que déjà, physiquement, euh, bon, je pense que c'est la discipline qui va être la moins traumatisante. C'est ce qui est le plus facile à faire, voilà, que ce soit Viry-Châtillon, Gravon, Nemours. Bon, autour de Paris, c'est facile de prendre son ski, de se dire je vais faire mon coup de slalom. En figure, c'est plus compliqué parce qu'il faut un réaliseur, il faut quelqu'un qui s'y connaisse un petit peu. Donc voilà, ça demande plus de logistique. En saut, j'en parle même pas parce que il faut être sûr d'avoir un plan d'eau avec un tremplin, que le tremplin il soit en bon état, aller l'allumer, le nettoyer, etc. Donc c'est plus vite fait d'aller se dire je vais faire un coup de slalom. Surtout voilà, quand tu as ton activité professionnelle à côté, bon bah tu te dis allez, je vais faire mon coup de slalom entre midi et 2 ou le soir après le boulot. C'est pas ce qui prend le plus de temps. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a beaucoup de slalomeurs en France, notamment dans les catégories seniors, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est le plus facile. Et même quand tu veux partir à l'étranger skier, bon le ski de slalom, t'as ça dans ton hard case là, et puis ça passe. La housse 3D, quand tu vas à l'aéroport, c'est pas la Ouais. même, hein. Ouais, les skis de 2 mètres, combien ils font les skis de Pratiquement 2,30 m, c'est tu vois, Ouais. 90 pouces. Là, Tu t'es fais, vraiment tu fais la conversion 2,30 m. Alors, ce qui est drôle à l'aéroport, c'est oversize. toutes les petites. Ouais, déjà quand ça arrive, c'est à chaque fois tu pars à l'étranger, tu croises les doigts déjà pour que là où ça arrive et deux Ouais. pour que les skis soient pas cassés. Et puis ce qui est drôle après, c'est les petits commentaires de tous les autres passagers. C'est oh regarde, il fait de la planche à voile ou oh regarde. Il fait de la musique, il a mis ses guitares, machin. Alors, tu dis non, non, j'ai mis ma belle-mère dedans, vous inquiétez pas, tout va bien. Carrément. Ok. Bah effectivement, on va revenir sur cette grosse saison qui a été pour toi l'année 2022 avec notamment les championnats du monde à Borèche en France. Mais d'abord, on va continuer un peu sur ton histoire perso. Est-ce que tu peux nous dire quand même, en ces 30 années, tu dois quand même avoir un sacré palmarès. Donc voilà, sans trop se la péter, hein, mais tu peux partager un peu ton beau palmarès sur tes titres. Donc effectivement, tu as participé quand même à chaque fois championnat de Ligue, championnat de France, championnat Mm. d'Europe, championnat du monde cette année. On en est où à peu près sur le palmarès là? Alors en Open, j'ai jamais eu la chance d'aller faire des compétitions internationales, parce qu'en France, il y a quand même un sacré niveau. Donc limite, quand vous êtes sélectionné au niveau européen, vous êtes pratiquement sur le podium, parce que la France fait partie des meilleures nations. Donc déjà, il fallait gagner sa place. En équipe jeune, chez les jeunes, j'étais toujours vraiment aux portes des sélections. Après, sinon, au niveau Open, voilà, mes meilleurs résultats, ça a été en saut. J'ai été plusieurs fois vice-champion de France. Donc ça, c'était ma discipline un peu, voilà, où j'avais les meilleurs résultats. Et sinon, mes meilleurs résultats, c'est vraiment depuis 2 ans, hein, depuis que je suis passé jeune senior. Voilà. Donc là, j'ai eu l'occasion de faire championnat de France, championnat d'Europe, et cette année, pour la première fois, championnat du monde. Donc c'était une grande découverte. L'année dernière, la découverte des euros, où c'est vrai que c'est vraiment complètement différent de ce qu'on voit en France. Et puis cette année, le mondial, où là aussi, c'est encore autre chose. Alors même si c'était en France, c'est quand même une atmosphère différente. Ouais. Cette année, j'ai eu l'occasion de faire 3 compétitions à Borèche, entre les championnats de France, une compétition 3D et le mondial. Mais à chaque fois, c'est un univers complètement différent. Et puis le fait qu'il y ait d'autres nations, ça crée une atmosphère. Et puis il y a un stress, puis il y a une tension ambiante qu'on ressent nulle part ailleurs, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, donc Euh, le palmarès s'est bien forgé sur les dernières saisons. Et donc c'est ce notamment qui l'année pousse. dernière, ouais, c'est. Alors, l'année dernière, première fois, je fais champion d'Europe en saut. C'était en Italie, à Ravenna, pas très loin de Bologne. Donc, premier championnat d'Europe. Donc, là, tu t'en rends compte quand tu prends le départ de ta première discipline. Donc, là, c'était le slalom. Donc, tu te dis, il faut que j'essaie quand même. Parce que, en plus, j'étais pris en équipe. Donc, voilà, Tu comptais pour les points? je comptais pour les points. Donc, c'est double enjeu. Donc, ça s'était bien passé parce que j'étais en finale dans les 3 disciplines. Et puis, du coup, je ressors, je fais premier en saut, 3 en figure et 2 au combiné. Ouais. Voilà, donc et on finit deuxième par équipe. Ouais, tu ramènes Deuxième par équipe. toi-même 3 Je fais médailles 3 perso. individuelles et une par équipe, donc j'en ramène 4. Donc pour un premier Euro, déjà c'était une super réussite. Et puis le plus dur, c'est de confirmer, parce que tu arrives aux Euros, donc personne te connaît. Tu te dis, tiens, mais il sort d'où ce petit français, Ouais, c'est machin. toujours plus facile quand t'es l'outsider. Voilà, exactement. Et puis cette année, c'était un petit peu mitigé. Donc là, c'était les Euros, c'était en Grèce à Ioannina. Pareil, on commence par le slalom, mais sur le papier, allez, j'avais une chance d'être sur le podium.
Et je me loupe aux éliminatoires, je tombe à 12 mètres, ce qui m'était pas arrivé de la saison. Et du coup, pour aller même pas de bouée, je suis pas en finale. Donc là, tu prends un gros coup derrière la tête. Après, tu sais que tu as d'autres épreuves qui suivent, mais tu n'as même plus envie d'y aller parce que tu te dis, bah, de toute façon, mon combiné, Ouais, c'est dur, ça. il est un peu plié. Et donc, puis cette année, c'était particulier. C'était la première fois que j'emmenais mon fils aux Euros. Et puis j'ai senti qu'il était motivé, il me suivait, etc. Donc, Double pression, ouais, ça fait une pression en plus. double pression, mais d'un côté, voilà, moi je sais il me donne une bonne énergie aussi quand il est là. Et voilà, donc là, je sais que tout de suite, je suis sorti de l'eau, j'ai dit, on part du plan d'eau, on va manger ailleurs, voilà, on sort de l'atmosphère des euros. Je suis revenu, j'ai bien figuré, le lendemain, j'ai bien sauté. Je finis premier ex aequo des qualifs avec égalité avec Paul qui était également engagé. Et au final, voilà, je sors des euros avec médaille de bronze en figure, argent en saut, bronze au combiné, et on fait deuxième par équipe. Donc de nouveau 4 médailles. Donc voilà, même s'il y avait déception du slalom, je suis pas rentré non plus les mains vides, donc c'était cool. Et puis après, première sélection pour le mondial à Borèche. Donc ça a occupé l'esprit de beaucoup de seniors toute la saison. C'était un peu le sujet de conversation sur tous les plans d'eau, qui va être dans l'équipe, les wildcards, etc. Bref, surtout c'était en France, donc forcément il y avait beaucoup d'attentes et tout le monde voulait y aller. Sur un spot qui plaît beaucoup à Ouais, beaucoup de monde aussi. Ouais. Borèche dans le sud-ouest, voilà, c'est partie des références aussi. Il y a beaucoup de skieurs qui y vont parce qu'il y a souvent des bons résultats là-bas, il y a des bonnes conditions de ski. Et premier mondial, donc pareil, t'arrives, tu vois déjà 90 Américains, tu te dis, bon ok, toi t'es là, le petit Français. Alors c'est vrai que quand tu connais bien les lieux, ça rassure parce que t'es quand même dans un environnement que tu maîtrises. Mais après, quand tu arrives sur le ponton, tout est remis à zéro, quoi. Là, pareil, de nouveau, tu commences par le slalom, tu te dis, là, si je veux avoir une chance au combiné, il faut pas que je me loupe. Dès ce soir, potentiellement, je peux sortir du jeu, quoi. Donc, heureusement, ça s'est bien passé. J'avais fait 3 à 11, donc c'était voilà, pile ce qu'il fallait pour rentrer en finale. Je le savais pas encore quand je suis sorti de l'eau, mais voilà, je savais que ça allait être 3 à 4. Et en faisant 3, après il y a eu des chutes derrière moi, donc je suis rentré direct en finale sans passer par les cases barrages, donc ça c'était cool. Après je suis rentré en finale aussi en figure et saut, donc premier mondial, je fais 3 finales, donc déjà sur le papier je dis allez, ça c'est un Mission voilà, accomplie, ouais. je suis bien parti, mais après les médailles c'est sur les finales que ça se joue. Donc moi mon objectif c'était d'aller chercher une médaille au combiné. Ce que je savais que dans chaque discipline, au regard des ranking lists, j'étais pas dans les 5 à chaque fois. Donc je dis allez, là il faudrait vraiment un gros concours de circonstances. Donc l'objectif c'était le combiné. Et à la fin des éliminatoires, je suis deuxième du combiné, mais entre le deuxième et le sixième, allez, il y a 50 points d'écart. Ouais. Donc je pouvais faire 2 comme 6. Et puis l'avantage d'être en finale dans chaque discipline, c'est que tu peux essayer à chaque fois d'améliorer ton score des éliminatoires et donc d'aller chercher des points en combiné en plus. Et en tout, on était que on était quoi? On était 11 ou 12 au combiné et on n'est que 2 à avoir fait toutes les finales. Il y avait un Américain et moi. Donc et l'Américain était juste derrière moi au combiné ou quatrième après les éliminatoires. Donc je savais que ça allait jouer avec lui. Il y avait Paul aussi qui était dans le coup. Puis il y avait un Anglais. Enfin voilà, il y avait quand même pas mal de monde. Et ça s'est joué jusqu'au dernier saut du dernier concurrent. Voilà. Donc Suspense. c'était suspense à après chaque discipline, ça a été vraiment l'ascenseur émotionnel. Parce que je sors de la finale figure, c'était la première finale. Je fais mon meilleur score de la saison, donc tu ressors, tu dis bon c'est cool, j'ai amélioré mon score, je reprends un peu de points. Le slalom, bon j'améliore pas mon score des éliminatoires, mais derrière j'ai un Américain qui fait une A10,75, donc il reprend plein de points et il diminue les points de tous les autres. Et derrière, je savais que ça allait jouer sur le saut. En saut, je savais que je pouvais améliorer mon score des qualifs, mais tant que t'es pas passé sur le tremplin, et puis le vent était hyper aléatoire, un coup il était de face, un coup il était de dos, un coup sur le côté. Bon là heureusement pour notre série, tout s'est bien goupillé, petit vent de face, bon bateau, conditions exceptionnelles pour sauter. Et puis là, tu sais que C'est le moment. tu joues ta vie. C'était le moment ou jamais, quoi. En plus j'avais reçu plein de messages que les gens savaient que j'étais un petit peu déçu après le slalom parce que j'espérais mieux. Et là tu te dis bon allez, là c'est maintenant ou pas, quoi. Donc là, en saut, je suis content, j'ai fait une belle séance, j'ai fait mon meilleur score de la saison, j'ai posé pile 50, en améliorant de 2 mètres mon score des éliminatoires, je dis bon allez, ça va me permettre de reprendre des points sur les autres, mais je me suis dit, il ne faut pas que je compte sur les autres, voilà, si je veux ma médaille, il faut que j'aille la chercher moi, sans attendre quoi que ce soit des autres concurrents. Et puis j'avais quand même en tête que les autres concurrents allaient améliorer, donc je me suis dit voilà, améliore, et puis derrière, si les autres font mieux, ils auront mérité leur médaille. Ouais, puis c'est toujours la meilleure façon
d'appréhender la chose mentalement plutôt que de compter sur les autres. C'est vraiment de... C'est ça. d'y Je me aller suis dit, de soi-même. toute façon, fais ta partie du job, et puis après, bah, t'as plus les cartes en main, et tu verras bien. Alors ça, c'est dur d'attendre, donc j'étais content, tu rentres au ponton, t'as fait tes 50 mètres. Derrière, j'avais mon compatriote Paul Fourastier qui partait, où je savais que lui aussi, il pouvait jouer la médaille, mais en ayant fait 50 mètres, fallait vraiment qu'il aille très très loin, et il a fait un super saut lors de la finale, qu'il l'a fait échouer, enfin pas très loin de moi au combiné. Heureusement pour lui, il a récupéré aussi une médaille en saut, donc ça c'était cool, c'était vraiment sympa parce qu'on l'a vécu ensemble. Donc moi j'espérais pour ma médaille au combiné, lui il venait avant tout pour une médaille en saut, donc voilà, on était tous les deux dans l'équipe. Donc c'est bien, on repart chacun avec notre médaille individuelle, ça c'était vraiment chouette. Et puis après, bah, on pensait que c'était joué, moi que ma médaille au combiné elle était jouée une fois que Paul était passé, mais en fait il y a un Américain qui est passé à la fin, qui a planté quasiment 60 mètres, et qui est venu mourir à 12 points de moi au combiné. Donc c'était rien du tout, 12 points c'est rien, c'est 60, 50 ou 60 centimètres en saut. Donc voilà, heureusement le classement est resté figé là, et là tu fais, t'as tout qui retombe, c'est l'ascenseur émotionnel vraiment cette compète. Ouais. Et puis de vivre ça, c'est vrai, avec des compatriotes et dans l'ambiance un peu esprit d'équipe, de pays, c'est vraiment trop cool aussi Ouais, ça. ça c'est chouette parce qu'on fait vraiment un sport individuel, et de se retrouver de temps en temps par nation, ça fait du bien parce que voilà, ça resserre les liens, il y a des gens que tu apprends à mieux connaître aussi parce que tu les fais que de les croiser sur les plans d'eau. Là voilà, tu prends plus de temps pour discuter avec eux, et puis bah tout le monde, enfin, aller dans l'ensemble, quand même, on essaie de tous venir se regarder. Et à la fin, cette finale, c'était top. Enfin, moi, je sais que je me suis changé. Je suis directement allé au niveau de la zone du tremplin parce que je savais que Paul y était. Donc, je Ouais. voulais vivre ça avec lui parce que je savais que voilà, la médaille, ça lui tenait à cœur. Quand on a vu que c'était bon, enfin voilà, il s'est écroulé et c'était top parce que moi aussi, derrière, je me suis écroulé parce que quand j'ai vu que ma médaille pour moi. Et puis le matin, on avait vécu la médaille de Marc Sourty avec qui je fais des compétitions. Enfin, on a fait nos premières compétitions, on devait être cadet ou junior. Ouais. Donc là, on se retrouve en senior, on est tous repartis avec notre médaille individuelle, notre médaille par équipe. Voilà, d'avoir vécu ça, ouais, c'était un moment fort. Ouais, c'est top, c'est top, c'est top. Donc pour récapituler le palmarès des Français sur ces championnats du monde à Borèche, toi tu fais donc Moi, je finis troisième au combiné, individuel, troisième par équipe avec la France. Voilà, après, j'ai pas toutes les médailles en au tête, mais moins je sais Marc, qu'il y en a. effectivement, qui Marc, est... il prend. Voilà, il y a eu deux champions du monde chez nous, donc Ouais. Marc qui gagne le slalom plus de 35 ans, et Philippe Cougar qui a gagné les figures en plus de 65 ou 70, j'ai un doute entre les deux. Voilà, donc ça a été les deux médailles d'or. Après, il y a eu pas mal de podiums, hein. Je crois qu'il y a eu en tout une dizaine de médailles individuelles. On fait bronze par équipe à domicile, voilà, en étant vraiment pas très loin des Anglais. Les Américains étaient intouchables, ils étaient quasiment sur tous les podiums Ouais, individuels. ça Donc, c'est fou qu'ils arrivent avec une grosse équipe comme ça. on en a soupé, hein, de l'hymne américain. Ah ouais. Voilà. Mais bon, après, C'est leur, enfin, c'est c'est leur ce pays que je quoi. disais. C'est ce que je disais. C'est leur sport. Enfin, nous, on fait du foot comme eux, ils font du ski. Ouais, ouais. Voilà, c'est-à-dire que eux, bah, le midi ou même le soir, ils sortent le bateau qui est au bout du jardin, ils ont le lac à proximité, et ils font un aller-retour. Nous, quand on est en région parisienne, bah, déjà, il faut Ouais, se faire les ça- bouchons, ouais, il ouais. faut viser le bon timing pour essayer d'aller au plan d'eau pas trop tard, faire son tour, et puis on peut pas skier 10 mois sur 12 non plus. Voilà, en région parisienne, allez, on va skier 6-7 mois. Dans le sud, ils vont peut-être skier, allez, peut-être 9 mois. Et puis, bah, t'as ceux qui sont en Floride qui vont pouvoir skier, allez, de novembre, enfin, ils vont commencer février jusqu'à novembre. Donc ça fait la différence, et ça toutes les saisons. Donc forcément, ça fait la différence. Et puis, ils ont quand même un nombre de lacs impressionnant. Donc voilà. Après, ils sont au-dessus, hein. Et puis, enfin moi, ce qui m'a frappé lors de ce mondial, c'est leur fighting spirit. En France, on a peur de perdre. Aux États-Unis, on a envie de gagner. Et ça fait une grosse différence. Toi, tu Voilà. l'as vraiment vécu là. Je l'ai vraiment vécu. C'est-à-dire que sur le ponton, puis nous on l'a vu lors des éliminatoires, on avait décelé ça aussi un petit peu aux Euros là en Grèce. Bah, il y a quand même pas mal de skieurs qui ont un super niveau, que ce soit nous chez les Français. Et puis bah, arrivent les Euros, bah, il y a un petit peu de perte de moyens, mais pour tout le monde, hein. Moi je me suis mis dedans aussi sur les Euros, j'ai pas été à mon niveau en slalom. Après sur le mondial, bah, voilà, on sent que en plus le mondial est à domicile, donc forcément ça rajoute une petite pression supplémentaire. Et on prend le départ en espérant voilà, être à peu près à la hauteur. Les Américains, quand ils sont en mode finale, moi je l'ai vu lors du saut, quand ils sont en mode finale, ils sont en mode finale. C'est Dans c'est la la, rage. c'est la victoire ou l'hôpital, voilà, pour Mm. reprendre un dicton des skieurs rhône-alpins. Ouais. Mais ça se voit vraiment. Et je pense que c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque en France, d'avoir vraiment encore plus cette culture de la gagne.
de se dire, bah ok, peut-être que je vais perdre, mais franchement, je me serais donné à 10 000% pour aller chercher ma médaille. Ouais. Voilà. Ouais, c'est une approche en préparation mentale en fait Mhm. qui est vraiment différente. Je sais qu'il y a eu un moment où il y avait des formations en préparation Ouais. mentale. Bah moi, je l'ai suivi. Ouais. Je me suis formé, alors, à titre perso dans un premier temps. Et puis après, bah, je voulais aussi en faire profiter éventuellement quelques skieurs. Et voilà, je sais qu'on est quelques-uns dans le milieu du ski nautique à l'avoir suivi. Et moi, je sais que dès ma première saison, donc en senior, j'ai pu mettre en application. Ouais, ok. Et c'était vraiment précieux, quoi. Alors, c'est des petites choses que je faisais déjà avant, sans savoir que ça faisait partie de ma prépa mentale. D'accord. Mais là, je sais que je me suis vraiment énormément focalisé sur ma prépa mentale. Et c'était top. Ah, on est rejoint dans la cabane Ouais. par le coach. Ouais. Hello. Ça va? Pas de problème. Qui sont ces gens? On parle de toi en mal. Hmm. On fait la promo pour remplir tous tes créneaux là. Ah non, putain, les gars, surtout pas. Tranquille. Je vais avoir de moins en moins de créneaux. T'inquiète, Arnaud, t'auras toujours un créneau. Bon, ça va. Bon, bah, vous êtes. Merci. On va aller homologuer les slaloms avec le short pass. Ah. On a été interrompu par le coach, ton coach. C'est ça. Ouais, il me suit vraiment là depuis. Moi, j'ai vraiment beaucoup skié avec lui l'année dernière déjà. Et il a vraiment une bonne approche, surtout en slalom. Ouais, il me coach pas trop. Figure saut, alors saut, bon, il fait surtout que me piloter. Et figure, je fais ça surtout à Chartrette. Mais slalom, il a vraiment l'œil, quoi. Il y a tous les détails et il se renouvelle dans le coaching. C'est-à-dire que toute la saison, tu vas pas rester bloqué sur un détail technique. C'est-à-dire que tu vas vraiment, voilà, il va changer, il va te faire, c'est par séquence pendant 2 semaines, il va te focaliser sur un ou deux trucs, et puis derrière, bah, tu vas constamment changer. Ce qui fait que la saison, elle est pas monotone. Voilà, tu as toujours un petit détail, et puis on travaille beaucoup aussi avec la vidéo, donc ça c'est sympa. Avec la vidéo aussi. Ah ouais, sur le mât, là, il met la vidéo, donc ça permet, bah, lui comme ça, quand il se concentre vachement aussi sur le pilotage pour essayer de retrouver le même pilotage qu'en compétition. Donc en plus maintenant avec le système de SurePass, bah voilà, il sait exactement ce qu'il peut se permettre de faire en termes de déviation ou pas. Et puis bah pour pas être, enfin l'idée c'est pas qu'il soit souple et qu'il m'aide à avoir les bouées, quoi. Ouais. Voilà, l'idée c'est que je retrouve à peu près le même pilotage compétition entraînement. Du coup le fait d'être concentré davantage sur le pilotage, bah il peut pas forcément tout voir d'un point de vue coaching. Donc le fait de filmer à la fin de chaque passage, ça lui permet quand même de regarder, voilà, s'il y a un ou deux trucs qu'il a pas vu. Et puis bah, de prendre le temps quand il te coule de te dire bah il tiens à tel endroit. Ah, c'est Mais sympa. c'est impressionnant de pouvoir parce se voir refaire l'action, c'est important ça. Ouais. Mais c'est impressionnant parce que bon, même sans ça, je veux dire, il n'y a pas grand chose qui lui échappe. Je veux dire, que ce soit autour de la bouée ou dans les vagues, il dit, tiens là à tel endroit t'as fait ça, ouais, bon, ouais, t'es Et ça, grillé. c'est vrai que c'est une vraie expertise, hein. Le métier de coach et de pilote, c'est. Bah c'est ça, en fait nous on fait un sport individuel et à la limite tu vois on est soit mis en avant, soit pointé du doigt si on se loupe ou machin. Et encore, ça va, on passe pas non plus à la télé, on va pas avoir 10 000 personnes qui vont nous tomber dessus et qui vont nous insulter sur les réseaux sociaux, heureusement. Mais c'est un travail qu'on néglige ou qui est peut-être pas assez mis en avant, c'est celui d'entraîneur. Parce qu'il y a énormément d'entraîneurs en France qui passent des heures et des heures dans le bateau à former des skieurs, à prendre des jeunes dès le plus jeune âge pour leur faire atteindre le haut niveau ou pas. Et, et franchement, enfin moi je les remercie parce que j'ai connu beaucoup d'entraîneurs depuis que je suis tout petit et dans l'ensemble, enfin j'ai vraiment rencontré que des personnes super, quoi. Ouais. Voilà. Et chacune Des vrais avec passionnés ouais, avec des passionnés, exactement. Mm. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Mm. C'est moi quand je skie, j'ai besoin d'avoir un certain feeling avec la personne et qu'on parle le même discours. Et la plupart du temps, vraiment à chaque fois, je suis tombé sur des personnes où, enfin, tu sens vraiment qu'elles aiment ce qu'elles font et de toute façon, elles sont pas là, voilà, elles n'ont pas forcément un tiroir caisse en tête et de se dire je pilote parce que je pilote et que je suis payé pour ça. Non, c'est des personnes qui aiment ça. De toute façon, je pense que tu peux pas faire ce métier si t'aimes pas ça parce que toute la saison, tu passes quand même beaucoup d'heures dans un bateau, sur le plan d'eau, donc tu vois pas forcément de monde à l'extérieur. Donc tu vis quand même dans un microcosme où si t'es pas passionné, je pense que tu peux pas y arriver. Donc un petit coucou et un grand merci à tous les entraîneurs de France qui C'est se ça.
qui se tapent pour faire progresser encore le ski nautique en France. Mm. Ok. Et bah du coup, ça fait une bonne transition. Est-ce que toi, tu as aussi l'occasion de coacher un petit peu? Est-ce que par exemple ton fils, tu arrives à le mettre sur les skis ou pour l'instant c'est encore un petit peu tôt? Ah, ça y est, cette année, il commence à s'y mettre un peu. Je vais faire du baby ski assez tôt, mais après, je sentais qu'il faisait plus ça pour me faire plaisir qu'autre chose. Donc voilà, je voulais pas. Enfin, moi j'ai baigné dedans petit avec la famille où on était, voilà, on skiait tous. J'ai juste mon plus jeune frère, lui, qui skie pas. Voilà, lui, c'était un peu le réfractaire. Non, je ferai pas comme vous, et tant pis. Euh, mais du coup, non, mon fils, franchement, je le laisse faire. Parfois, je lui dis, bon là, il fait beau, est-ce que ça te tente? Et puis là, depuis 3 ans, 2 ans, il part à la corde, enfin grande corde et à le bateau, ski attaché. Et cette année, je lui dis, écoute, si t'as vraiment, moi je te pousse pas, mais ce qui serait bien, c'est que tu puisses au moins être à la grande corde, autonome, passer les vagues, que ce soit un peu la liberté, que tu t'éclates, au moins comme ça, puis plus tard, tu pars avec des copains en vacances ou autre. Et bah au moins, voilà, tu seras pas la risée, celui qui rate ses démarrages, tu seras pas le Jean-Claude Duss de la bande, quoi. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas Jean-Claude. Donc cette année, ça y est, voilà, il a passé les vagues pour la première fois, il s'est éclaté. J'ai partagé une vidéo de lui en train de passer la vague, et t'as l'impression qu'il a gagné les championnats du monde. C'était ses championnats du monde à lui. Mais voilà, de le voir avec le sourire et fier de ce qu'il avait accompli, bah, c'était ma petite victoire de coach papa. Voilà, donc en tout cas, je pense que ça va l'inciter pour l'année prochaine. Et après, c'est une question d'émulation. Il suffit que dans le club, tu aies un ou deux enfants à peu près du même âge bah, qui vont passer les vagues, qui vont commencer à lever un ski. Bah forcément, derrière, ça stimule, ça donne des idées. Et je pense que ça marche beaucoup comme ça. Ouais, complètement. Ouais. Voilà. Ok. Donc, alors tu coaches un peu le fiston. Est-ce que Le tu fiston. coaches un peu aussi d'autres jeunes? À Chartrette, oui, beaucoup à Chartrette. De temps en temps, je pilote aussi à Nemours. Moi, je sais que j'aime ça. Voilà, j'ai passé mon diplôme de brevet d'état pour ça. Je comptais pas en faire mon métier, mais je me suis dit, voilà, au moins d'avoir une certification, un diplôme reconnu par l'État, enfin, c'est toujours intéressant. Et puis d'avoir passé le BE, moi, ça m'a permis de passer le tronc commun du BE. J'ai appris plein de choses, que ça soit en termes de préparation physique, de nutrition, enfin, d'avoir tous les muscles, les os de ton corps, enfin, de se rappeler un peu tout ça. Moi j'aimais pas du tout mes cours de bio, de SVT quand j'étais au collège, mais là, du coup, ça m'a fait aimer un petit peu tout ce qui était morphologie, sciences humaines, etc. Donc ça c'était un point intéressant. Et puis voilà, le brevet d'état, c'est pour avoir cette certification et de me dire au moins je suis légitime à enseigner dans mon club. En passant tous les diplômes fédéraux, j'ai commencé initiateur de club, j'ai fait le moniteur fédéral, après donc le BE. Ça c'était, j'ai passé ça à Roquebrune, j'avais, je sais pas, j'avais 18 ans. Ouais, Ouais, je pas le tout passer juste, avant, quoi, tout ouais. juste. Voilà, donc ça, je suis content parce que derrière, bah, ça m'a permis, voilà, en club, de pouvoir bah, faire profiter. Moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est suivre les jeunes, tu vois, de la ligue notamment. Quand on fait le championnat de France Interligue, enfin, j'aime les accompagner, j'aime essayer de les rassurer, de leur transmettre, moi, tout ce qu'on a pu me transmettre. Voilà, de pouvoir. Alors, je sais que sur des détails techniques, quand tu arrives sur des compétitions, tu peux pas tout corriger, mais au moins essayer de rassurer la personne, de pouvoir essayer, de lui dire, bah, écoute. Si jamais tu tombes, c'est pas grave, mais au contraire, imagine pas le pire. Focalise-toi sur le meilleur, sur ce qui peut t'arriver si tu fais bien les choses. Voilà. Et puis après, à l'entraînement, je sais que j'aime beaucoup essayer de faire progresser, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, mais même une personne qui arrive, qui a 50 ans, qui me dit à moi, mon objectif, c'est de savoir faire du mono parce que pendant les vacances, je voudrais impressionner ma famille, mais je trouve ça top. Hmm. Voilà, donc chacun a ses ambitions en fonction de ses moyens, et puis l'idée c'est pas de faire que tout le monde, enfin de faire progresser les gens pour que tout le monde prenne 12, parce que bah, c'est pas forcément la vocation de chacun. Il y en a qui veulent pas entendre parler du mot compétition, mais juste voilà un objectif de se dire moi je veux savoir sortir en mono et passer les vagues. Et bah voilà, si j'arrive à faire ça, moi, c'est ma petite victoire perso en tant que coach quand je pilote. Ouais. Grave. Ok. Et donc, tu en as un petit peu parlé. Ouais, tu es pas mal engagé en tant que bénévole Mm. au sein de la ligue. Tu es juge aussi. Tu ça. as pas mal de casquettes. Ouais, j'ai pas mal de casquettes. J'ai passé différents examens de juge, donc je suis calculateur national, pilote national, juge international, 3 disciplines. Et puis au niveau de la ligue, donc je m'occupe de la commission technique et sportive. Donc l'idée, bah, voilà, c'est d'avoir un œil un petit peu sur les formations qui sont proposées. Je dispense chaque année la formation pilote initiateur bateau en début de saison dans la ligue. Et puis bah, de suivre un petit peu nos différents sportifs, voilà, que ce soit en câble, que ce soit en wake bateau, que ce soit en ski nautique,
d'avoir un œil sur ce qu'ils font, de les mettre à l'honneur quand on a des assemblées générales, de les aider aussi financièrement pour qu'ils puissent s'entraîner et être performants lors des échéances nationales ou internationales. Donc voilà, c'est un boulot qui me prend un petit peu de temps, mais ça reste raisonnable parce qu'on a quand même pas mal de bénévoles engagés dans la ligue. Mais je trouve ça chouette. Voilà, on l'a fait pour moi quand j'étais plus petit et qu'on me suivait. Donc je trouve que c'est un juste retour de manivelle que de le faire pour les autres maintenant. Ouais, c'est beau. Ok. Et en tant que juge, t'as participé à des compètes intéressantes Alors, je fais essentiellement des compétitions en France. Ouais. Voilà. Je suis pas ce qu'on appelle juge IMI, juge notamment pour les grosses compétitions, championnat d'Europe, championnat du monde. Donc la belle expérience, c'est celle qu'on avait vécue ensemble quand j'avais été président de jury championnat de France relève, c'était en 2020 à Dijon. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un gros championnat, le championnat relève, parce que tu as tous les enfants, Ouais. tu as les coachs, tu as les parents Les parents surtout. à gérer, voilà. Donc ça amène du monde, il faisait chaud ce jour-là, et voilà, moi ce que je veux, c'est que, comme je l'avais dit à l'époque, c'est que le sport, ce soit un jeu et qu'on peut faire du sport-spectacle. Voilà, ok, on s'entraîne, on est là pour décerner des titres, tout ça, mais derrière, il faut que les jeunes, ils aient plaisir à venir, à se retrouver, et surtout qu'il n'y ait pas de temps mort. C'est ce qui rendra notre sport plus visuel. Parce que notre sport, c'est trop long à regarder. Faut que ça s'enchaîne. Voilà. Un peu comme ce qui a été fait du coup à Lacano cette année avec. Ah, il y a eu un super événement à Lacano, début juillet, avec la Malibu Open. Donc j'ai eu la chance, moi, Géraldine Jamin m'avait demandé de venir commenter l'événement. Donc voilà, visiblement, quand j'avais fait speaker sur d'autres compétitions, Ouais, ça a plu. ça a plu. Donc ça y est, maintenant j'ai cette étiquette-là de speaker officiel, ouais. Donc ouais, je l'ai fait vraiment avec grand plaisir. En plus, Lacano, c'est un spot où j'adore aller. Toujours bien accueilli. Et puis ils avaient vraiment super bien fait les choses. Il y avait une bonne communication. T'arrives au niveau du Moutchik, près de Lacano, tu vois des petites affiches, des petites affichettes, des grandes affiches. Tu te dis, bon, au moins il se passe quelque chose dans le coin. Et puis tu arrives là-bas, il y a les entrées de bulles, ça faisait vraiment officiel. Et on a eu quand même pas mal de public qui est venu pendant notamment le week-end de compétition, parce que c'était vendredi, samedi, dimanche. Mais samedi, dimanche, il y a eu du monde. Puis le format était intéressant le dimanche, parce que c'était un format combiné. Donc en fait, les 5 meilleurs à l'issue des éliminatoires, ils repassaient sur une finale où ils ont enchaîné slalom, figure saut. Alors sportivement pour eux, physiquement, voilà, il faut vraiment avoir une bonne condition physique. On a pu le voir, et puis d'ailleurs c'est ce qui crée des surprises, parce que les gars, quand ils ont des tours de ski, avec plusieurs heures de repos, en général ils sont à leur max, ils sont réglés. Dès qu'on va les mettre un peu comme ça dans la difficulté d'enchaîner les tours, peut y avoir un loupé dans une discipline, mais c'est ce qui rebat les cartes aussi, et c'est ce qui pimente un peu la compétition, parce que les compteurs étaient complètement remis à zéro pour la finale. Et puis je trouve que d'un point de vue spectacle, c'est top, parce que le public, il s'ennuie pas. Ils ont vu du slalom. Allez, on a vu 5 gars, 3 filles. Boum, ça faisait une petite heure de slalom. Derrière, t'enchaînes sur les figures. Et il n'y avait pas de temps mort. Et c'est ce que les gens veulent voir. Ce que tu vois 10 slalomers ou 30 slalomers, pour le spectateur lambda, c'est la même chose. Il a vu du 16 mètres, du 14, une fois qu'il a compris le principe. Au bout d'un moment, c'est des virages, des gerbes. Voilà. En figure, pareil. T'as vu des parcours, t'as vu des flips, t'as vu des cordes aux pieds. Une fois que t'as vu 10-12 parcours, t'as fait le tour. Après le saut, ça, les gens, tu peux leur mettre 4 heures de saut, il n'y a pas de problème. Il y a toujours des beaux sauts, parfois il peut y avoir des chutes malheureusement. Mais le fait d'avoir vu ces 3 disciplines en l'espace de 3 heures de temps, mais c'était top au niveau format. Voilà. Ouais, carrément. Et, oui, ça avait été pensé déjà pour le spectateur avant d'être pensé pour la compétition. C'est ça, mais je pense que c'était encore plus pensé pour le spectateur que pour le skieur. Et c'est ce qui fait qu'on aura des compétitions qui pourront être encore plus médiatisées. Il faut le minimum de temps mort possible, et il faut proposer une large palette de disciplines. Voilà, on a 3 disciplines dans le ski nautique, mais il faut les montrer, et pas se dire le samedi c'est slalom, les figures sont le dimanche, etc. Parce que les gens, ils ont leur emploi du temps. Là, ils savent qu'ils ont une après-midi de spectacle dédié au ski. Là, ils ont fait le tour. Et puis, il y avait les meilleurs. Tu avais le champion du monde du combiné, le vice-champion du monde du combiné. Au final, c'est Louis Duplan-Fribourg, le français, qui est numéro 1 français au combiné, et qui l'emporte. Ouais, c'est génial. L'histoire était belle. Le spectacle était top. Et puis, voilà, le fait que ce soit Louis qui gagne en France, c'était génial. C'était top. Ouais, carrément. Et
Ouais, donc t'as fait speaker là-bas pendant. J'ai fait pendant speaker là-bas l'événement, quoi. pendant le week-end et j'ai eu l'occasion de refaire speaker là au championnat du monde à Borèche Ah aussi? quand je skiais pas. Ok. Voilà, donc j'ai essayé de faire ça voilà, le plus possible, mais sans non plus que ça vienne me prendre trop d'influx sur ma compétition, parce que voilà, à la base j'étais quand même là pour la compète. Et bon, les jours où je skiais pas, voilà, j'ai essayé de rendre service en tout cas à la famille Mirmont et de commenter au maximum. Puis c'est quelque chose qui me plaît. Mais voilà, je vais essayer de pas non plus faire ça 10 heures par jour, parce que j'ai vu à la Cano, quand j'ai fait ça le samedi avec, il y avait les 2 manches de slalom plus la finale. J'ai fait ouais, pas loin de 10 heures de micro. Le soir, Tellement- j'étais rincé. Bon, ouais. Ah, t'avais été repéré en 2017 au championnat du monde à À Choisy-le-Roi. Choisy, j'avais fait les Euros en 2015 à Choisy. 2017, le mondial à Choisy. Et puis bon, après régulièrement sur le championnat de France, j'ai eu l'occasion. C'est vrai que ouais, ça me fait plaisir de le commenter, parce que je trouve que c'est tellement fade sinon de compétition sans micro. Même puis là, je savais qu'en plus à distance, vu que la compétition était retransmise, c'était retransmis, mais quand il n'y a pas de commentaires, je trouve que voilà, ça manque un peu de saveur. Et même pour la personne lambda, quand tu t'envoies le lien à des amis ou de la famille, si personne ne commente, tu comprends rien. Hmm. Donc, voilà. Donc j'ai essayé de rendre ça le plus pédagogique possible, et en essayant d'y mettre ma petite touche perso, parce qu'une fois que je commente, moi je suis pris dans le, Ouais, ouais. je suis pris dans l'action. Et puis voilà, je voulais faire ça, je voulais faire journaliste sportif il y a des années, donc je pense que c'était mon envie de jeunesse qui ressort un petit peu de temps Ouais. en temps. Parfait. Elle est accomplie maintenant. Et puis, plus tu vas en faire, plus tu vas te faire repérer. Tu vas finir sur les grosses compètes aux US finalement. Ok. T'as aussi organisé un beau championnat de France wakeboard C'est ça, en 2020 à Chartrette. Ouais. Ça mérite aussi d'en parler un petit peu. Bah ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce que on avait l'image, nous surtout à Chartrette, d'un club, voilà, le club qui fait pas mal de licences, beaucoup de promotions, axé sur la découverte. Mais je voulais un petit peu, pas professionnaliser, mais sportivement qu'on passe un cran. Parce qu'on avait voilà, quelques sportifs, moi j'avais mon frère qui en faisait, j'avais mon père, on avait quand même quelques licenciés qui faisaient des compétitions. Et on avait quand même de plus en plus de wakeboarders dans le club. Bon, je me suis dit, bon, faire une compète de wake, donc ça c'était la première étape. On avait fait une Coupe de France en 2018, Ouais. je crois, peut-être même 2016 la première, pour au moins inciter déjà nos riders à se motiver à avoir un but de fin de saison, et de se dire, bon, c'est bien de faire du wake, on fait venir monter tous les copains dans le bateau, etc. Mais au moins de les mettre plus en mode entraînement, plutôt que je me mets dans l'eau et je fais un tour pour amuser la galerie. Ouais. Donc ça a permis voilà, de leur créer un objectif. Et la première Coupe de France de wake, on avait entre 6 et 8 riders engagés du club. Et puis surtout, ça a permis de montrer que sur une journée, on pouvait encadrer. Mon père l'avait fait il y a quelques années, mais sur des compétitions de figure. Donc je savais que sur une compétition, le club était capable de se mobiliser. Voilà, tout le monde retrousse les manches. Et je sais qu'en termes de bénévolat dans le club, voilà, on est capable en tout cas d'avoir des ressources. Et donc c'était très bien passé. Et une fois on avait fait 2 Coupes de France, je me suis dit, bon, bah là, les gars, maintenant, il faut qu'on passe un palier avec championnat de France. Tout le monde m'a regardé avec des grands yeux. Je m'attendais, une fois que c'est installé pour une journée, que ça soit installé pour une journée ou 2 jours, Ouais. c'est pareil. Je dis, après, voilà, il faut juste qu'on ait notre timing. Donc j'avais fait un fil conducteur, chacun savait exactement où il était. Je veux dire, à 8 heures, toi, tu es dans le bateau de repêche, toi, tu es au start. Mais une fois que chacun a sa feuille de route, je veux dire, derrière, ça roule. Et puis j'avais la chance, voilà, d'avoir une vingtaine de bénévoles derrière moi. Tout le monde en garde un super souvenir, et quand tu finis la compète, la première question qu'on te pose, c'est quand est-ce qu'on le refait, ou qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois. Voilà. Donc je pense pas qu'on ira au-delà, parce que le championnat de France c'est déjà bien, et puis ça permet quand même d'avoir les riders du coin qui viennent. Et puis en France on a déjà quand même du lourd, donc en termes de spectacle c'était chouette. Et puis moi au niveau de la commune, de voir tous les Chartrétois qui étaient venus, on avait la berge qui était remplie de monde, le parking derrière dans le champ qui était plein à craquer. Ah, les gens m'en parlent encore, donc ils me disent quand est-ce que vous allez refaire. Donc ça me travaille, je sais pas encore quand on va repostuler, j'ai ma petite idée, mais pour l'instant je peux pas le dévoiler. Ok, très bon. D'autant plus que je crois que tu fais aussi partie de l'équipe de la commune maintenant. Oui, je suis adjoint au maire sur la partie vie associative, l'événementiel et la communication. Donc l'année où on a été élu, c'est l'année où derrière il y a eu le championnat de France, donc c'était chouette de faire ce bel événement.
Et puis, c'était une vraie réussite, au-delà de quoi. ça, voilà. Mais après, ça demande du temps, tout ça, parce qu'entre le ski, le boulot et la mairie, Oui, c'est ça. et Parce la vie de que, famille, parce que c'est que tu fais tout à fond, quoi. C'est pas juste tu bah, skis c'est pas ça. pour le fun comme ça. C'est ça. Voilà, je pourrais me dire, je fais un coup de ski de temps en temps, mais je pense que le jour où je ferai ça, je pense que j'arrêterai presque. Parce que j'ai besoin de challenge. C'est pour ça, souvent, en fin de saison, parfois, j'arrête souvent mes saisons de bonheur. Parce qu'il n'y a plus de compète et bah, du coup, je suis un peu moins motivé avec l'eau froide nous, par chez nous, ça tombe vite. Donc voilà, parfois. Alors que je devrais continuer un petit peu, parce que ça permet de travailler quand même des détails techniques en vue de la saison prochaine ou tester du matériel. Mais après, avec l'eau froide et puis la saturation, d'en avoir beaucoup fait pendant la saison, c'est bien aussi de passer à autre chose. On fait quand même un sport individuel, donc de pouvoir. L'hiver, je fais du basket, ça fait du bien de rejouer avec les potes, d'avoir un sport collectif pour, ne serait-ce qu'en termes d'état d'esprit, un petit peu changer d'activité. Mais ouais, ça prend du temps, et puis la mairie aussi, le boulot aussi. Donc heureusement, j'ai ma petite famille qui est très conciliante et j'essaie quand même de leur réserver un maximum de temps. Comment t'arrives à t'organiser justement avec le boulot? T'as dit que tu bossais pour Ouais, AXA, c'est ça? je vais On pas donner voulait, de on voulait marque. pas le citer. J'ai pas- Non, non. Et bah, c'est un planning à la semaine à chaque fois. C'est vraiment, alors surtout quand arrive un peu la saison de ski, bah, je regarde ma semaine de boulot. Je regarde ma semaine de boulot et puis maintenant j'essaie de m'organiser pour aller pouvoir skier bah, dès que j'ai une fenêtre de tir, quoi. Donc, T'as l'avantage d'être pas trop loin d'ici. Enfin, il y a quand même une petite demi-heure, non? ouais, je fais une demi-heure, je fais Ouais. une demi-heure de Nemours. Donc ça va, c'est pas trop loin pour, Ouais. Enfin, c'est pas euh, tout près non plus, ouais, mais ouais, pour soit venir skier à l'heure du déjeuner ou alors à Chartrette en fin de journée, quoi. En fin de journée, dès que la journée de boulot est passée, voilà. Ça permet de s'organiser. Puis après, bah, en fait, en fonction des compétitions, c'est-à-dire que moi, le planning des compétitions, donc il tombe, allez, janvier, février. Donc après, ça me permet un petit peu de voir ce que je vais faire pendant l'été. Et puis bah, de planifier un peu les séances d'entraînement, de voir un petit peu comment ça va se passer. Après, tu as toujours le facteur météo qui vient perturber ça. Mais je sais que voilà, pendant le week-end, je sais ce que je vais faire la semaine qui va venir. Quand est-ce que je vais aller m'entraîner, et puis bah, quand est-ce que je vais pouvoir passer à la mairie, voilà, tout ça. Donc non, non, oui, oui, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir. Enfin, j'ai une organisation vraiment pas au millimètre parce que bon, voilà, il y a toujours des aléas, mais j'essaie de bien planifier ma semaine, d'être hyper organisé pour avoir le temps de tout faire, sinon je pourrais pas, quoi. ouais, c'est top. Bah bravo, félicitations. Parce que Merci. c'est vrai que c'est sans organisation, j'imagine que ça doit pas être facile de gérer tout ça. Mm. Tout Et le de monde le me dit, générer bien, surtout. tout le monde me dit, mais tu fais beaucoup de choses, comment tu fais, etc. Mais tu peux faire beaucoup de choses si tu es bien organisé. Après, tout dépend du temps que tu veux accorder à chaque activité. Mais c'est vrai que parfois, Bah, tu peux faire beaucoup de choses, mais pas le faire bien. Et c'est ça. toi, ce que tu arrives à faire, visiblement, c'est c'est tu ça. fais beaucoup de choses bien. Bah, je sais pas, Sans après. vouloir. Ouais, te ouais, jeter non, des mais fleurs, après, je sais que ce que j'essaie de faire, j'essaie d'être efficace dans ce que je fais. Voilà, c'est pour ça que parfois, quand j'ai des réunions, que ce soit au boulot ou à la mairie, où on tourne en rond pour prendre une décision Ouais. et que ça va prendre 1 heure ou 1 heure et demie pour un sujet, bah, ça me met en rogne parce que voilà, je connais mon organisation, j'aime bien être efficace dans ce que je fais et aller droit au but. Voilà, parfois, on n'a pas besoin en 10 minutes, on peut traiter un sujet. Plutôt que de faire, on a le syndrome de la réunionnite aiguë en France. Ouais, ouais. Faut se réunionner, on va dire. Faut se réunir en tout cas pour avoir l'impression de bosser, mais pas du tout. Voilà. On peut être efficace, C'était le message pro. c'est ça. Ok. Euh, J'avais forcément d'autres questions. Ouais, tu t'intéresses aussi un petit peu au wakeboard câble. Tu as été faire 2-3 tours dans les parcs du coin, j'ai vu que ça mettait des 5-4 à My Little. que ça mettait- J'ai testé. Alors My Little, ouais, alors ça c'était vraiment le coup de bol. Je dis à l'opérateur, je dis je vais tenter un 3.6 sur un module. Moi j'étais planté un 5.40. À Allez. vitesse réduite, mais je l'ai posé. Ouais. Après, j'ai testé cette saison le câble quand il y a eu, on a fait l'assemblée générale de la ligue. Et puis voilà, c'est les deux que j'ai fait dans les parages. Bon, à chaque fois, je me fais un peu mal au dos, les chutes. Puis la position de travers, c'est pas mon truc. Ah, ok. Ouais. Puis moi qui ai eu des petits sujets de dos, je me suis fait opérer d'une hernie discale en 2018. Voilà, j'essaie de préserver mes positions. Et C'est pour, pas le meilleur pour le. Non, c'est pas le meilleur. À chaque fois que je fais une session de wake câble, ça finit chez le kiné derrière. Donc, Ok. je laisse à chacun son activité. Voilà, j'ai assez à faire avec le ski. Ouais. Ok, et si on parle un peu de l'évolution du ski, toi, comment tu le sens, l'évolution du ski nautique en France ou dans le monde entier dans les prochaines années?
je vais peut-être pas me faire des amis, mais, Bah, mais bon, allez, je suis quelqu'un de franc, je dis les choses. J'ai toujours été comme ça aussi dans ma famille, donc je suis un peu sceptique. Ouais. Je suis un peu sceptique parce que, alors on a la chance, je pense en France, on a un super terrain de jeu au niveau ski nautique. Enfin, quelle que soit la région dans laquelle on habite. Quand même Alors, des top spots. Voilà, j'ai envie de dire la capitale du ski nautique, c'est quand même beaucoup, enfin c'est beaucoup le sud-ouest parce que c'est là qu'il y a quand même des très bons bassins. Je pense Lacano, Borèche, Cazaux chez Raoul Gabriel. Voilà, il y a quand même des bons plans d'eau. En Île-de-France, même si on n'a pas forcément la même météo, bah, je les ai cités. On a Nemours, Gravon, Viry-Châtillon. Voilà, ça nous permet quand même de bien nous entraîner. Mais ce qui me fait peur, c'est l'évolution des tarifs. Ouais. Voilà. Et on le voit, moi je le vois dans la ligue avec nos jeunes, bah, c'est de plus en plus compliqué de former des jeunes, de faire de la détection, parce que maintenant les parents, bah, ils savent très bien que pour une vingtaine d'euros, ils vont pouvoir offrir 1 heure de câble à leurs enfants. Voilà. Donc il y a cette question du budget qui me fait un petit peu peur. D'autant plus aujourd'hui avec tout le matériel dont on a besoin qui a pris des coûts Ouais, c'est ça, que exorbitants. tout Enfin, est plus cher. tout est plus cher. Après, c'est pas que les écoles de ski. Voilà, je veux pas les pointer du doigt, surtout pas. C'est juste L'essence, les les matériaux. matières premières avec lesquelles elles travaillent. Enfin, on a besoin d'un bateau. Les bateaux, ils ont pris, enfin, au niveau tarif, ça a pris, je sais pas, au moins 25-30% facile. Et ça se trouve, je suis même en dessous de ce que j'annonce. Toi, Mais t'as quand- connu l'époque où vraiment Moi, les bateaux... j'ai connu l'époque où les bateaux allaient à 50-60 000 euros. T'avais un super bateau. Maintenant, 50-60 000 euros, c'est un bateau qui a déjà plusieurs centaines d'heures. Là, un bateau neuf, le dernier carbone, c'est 120 000 euros. Enfin, on va où là? J'en discutais l'autre fois, je mets du monde à Borèche. Je dis, mais à ce prix-là, limite, tu peux t'acheter un petit appartement, faire un investissement Ouais. immobilier quelque part, rentabiliser ton histoire. Tu sais très bien que ton bateau à 120 000, une fois que tu l'auras mis dans l'eau, de toute façon, il va déjà décoter de 20%. Et puis derrière, allez, il va faire quelques centaines d'heures, et puis au lieu de 120 000, à la fin de la saison, tu vas le revendre quoi, 80 000. Mais pour une école de ski, avant de le rentabiliser, il faut déjà avoir une super fréquentation, et c'est ça qui me fait peur. Les carburants, bah, on l'a vu cette année, on a eu la hausse des prix juste avant la saison, donc forcément, bah, derrière, les écoles de ski elles sont obligées de répercuter. Puis bah, il y a le coût de la vie qui fait que bah, ceux qui vivent du ski nautique, bah, faut quand même qu'ils puissent manger, donc bah, les tours à 30 euros, c'est fini quoi. Maintenant, minimum, c'est 50 euros le tour. Et bien souvent, dans les écoles, on voit 60 euros. Alors après, selon la saison à laquelle tu skis, c'est pas forcément le même tarif ou si tu es adhérent ou pas. Mais va dire à une personne lambda, vous voulez faire du ski nautique, la personne, spontanément, elle te va dire ah non, je fais pas de ski nautique, ça coûte trop cher. Ouais. Et derrière, alors, tu essaies de te dire, bah oui, mais il y a des offres dans certains clubs où vous faites votre premier tour, vous avez une licence et le tour de ski pour un tarif attractif. Mais derrière, dès que tu vas sur des plans d'eau fermés ou autres, voilà, c'est un investissement. Après, c'est une passion aussi. Donc, enfin voilà, moi je sais à peu près ce que me coûte une saison par an. Heureusement, j'arrive à aller démarcher quelques sponsors, là, d'avoir justement un petit peu d'aide à droite à gauche pour essayer d'amortir au maximum le coût d'une saison. Mais il faut, voilà, financièrement, c'est pas un sacrifice parce que je pense que quand on est skieur, on Tu le y fait avant prends tout pas, par ouais. envie et par passion et on se dit bah voilà, ça fait partie de mes loisirs, j'investis dans mes loisirs donc mais il faut être réaliste, c'est au détriment d'autres choses. Bah tu vas peut-être moins partir en vacances ou après quand tu viens skier dans des super endroits, c'est un petit peu les vacances Ouais, aussi. voilà, aussi. Donc tu relativises, voilà, c'est jamais de l'argent jeté par les fenêtres. Mais je sais pas où on va, parce que c'est toujours plus facile d'augmenter les prix que de les diminuer. Donc une fois que tu as le tour de ski à 50, tu reviendras pas à 30, hein. Donc le bateau électrique, on l'attend toujours, et je sais même pas si le bateau électrique demain fera fureur, parce que c'est devenu la course aux chevaux des bateaux. Il faut des bateaux avec beaucoup de puissance, que ce soit pour le slalom, pour le saut. Au championnat du monde, un bateau de 450 chevaux qui avait été réglé, je crois, sur 500 chevaux. Enfin, aucun intérêt. Je veux dire, pour des seniors, où est-ce qu'on va? Pour des catégories open, que les gars, ils veulent des super bateaux puissants parce qu'ils veulent sauter plus de 70 mètres. Bon, je peux le comprendre. Sur des seniors, ça sert à rien. Voilà. Et même avant, quand on avait un bateau de 400 chevaux, on sortait les yeux en disant oh, mais le bateau, il est hyper puissant. Il faut pas oublier que derrière, parfois, quand vous avez des personnes de 70 ans qui skient,
des enfants, enfin, ou des femmes, même si maintenant, enfin, les femmes, voilà, physiquement, elles sont préparées. Mais le but du jeu, c'est pas de se faire arracher les bras et de Ouais. finir sur la berge, quoi. C'est clair. Donc voilà, je pense qu'il va falloir que les constructeurs de bateaux ils redescendent un petit peu sur Terre, qu'ils viennent un peu voir ce qui se passe dans les écoles de ski. Mais le problème, c'est que tant que tu auras des acheteurs, bah, ils continueront. Ouais. Voilà. Mais le problème, c'est que même au niveau des compétitions, les skieurs maintenant deviennent exigeants. Ils vont là où il y a les bons bateaux, les bateaux puissants. Et ça se répercute aussi sur les prix des compétitions. Avant, il y a quelques années, je me rappelle, tu vois, tu faisais une 3 manches slalom, ça te coûtait 80 euros. Maintenant, une 3 manches slalom, tu vas payer 150. Voilà, ouais, quand c'est 4, c'est 200. Donc, bon, aux États-Unis, parfois c'est 200 dollars, deux manches plus une finale éventuellement. Mais bon, on peut pas toujours se comparer aux États-Unis, mais voilà, tout a augmenté, des frais de déplacement des juges. Enfin, je pense que je suis pas sûr que les écoles de ski, quand elles organisent des compétitions, elles font une grosse gratte dessus, hein. Elles organisent beaucoup des compétitions pour leurs compétiteurs et pour faire plaisir. Après, ils sont pas non plus. Je pense pas qu'ils soient ultra déficitaires, sinon ils arrêteraient. Mais je pense que tu gagnes pas beaucoup d'argent en faisant des compètes. Mais voilà, donc je sais pas comment régler le problème. J'ai pas la baguette magique. J'espère juste que déjà, bon, les prix des carburants là, avec les aides de l'État, ça s'est un peu calmé là, depuis début septembre. Mais sur les prix des bateaux, j'espère qu'on va revenir à des choses plus cohérentes, quoi, parce que là, des bateaux à 120 000, ça va être quoi? Après, ça va être 200. Enfin, c'est l'escalade. Et puis bah, après, bah, il restera juste une poignée de skieurs qui pourront encore se permettre de faire des tours à 100 euros. Et puis voilà. C'est ça, c'est que tu auras peut-être moins de. Ça va se resserrer, tu auras moins d'écoles de ski pour le tout public, mais plus de top écoles avec les meilleurs qui vont s'entraîner là et qui skient beaucoup, quoi. C'est ça. Bah, de toute façon, l'image qu'on a, c'est qu'on fait un sport élitiste Oui, déjà, ouais. à la base. Mm. Donc c'est dur de tordre le cou à ça, sauf à se dire, tiens, je vais dans un petit club. Et encore, un petit club, c'est quoi? C'est un club qui est sur une rivière et qui a juste un petit bateau. Mais si une personne, elle veut faire du mono derrière, ça suffit. Après, si tu veux être compétitif, tu es obligé d'aller dans les top clubs, d'avoir des super conditions. Moi, je vois, je m'entraîne sur la scène, ça va en figure. Slalom et saut, je pourrais pas. Enfin, au bout d'un moment, soit tu prends des défauts, soit tu risques de casser ton matériel. Tu investis quand même dans du matériel qui coûte cher. C'est pas pour aller taper un bout de bois et de se dire, bah super, le ski à 2000 euros, il est fondu parce qu'il y avait un bout de bois ou une canette qui traînait, quoi. Donc, t'es obligé d'aller dans les top écoles. Puis pour progresser, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Moi, je vois dans ma saison, bon, je m'entraîne beaucoup à Nemours. J'adore aussi aller à Cano parce que tu vas chercher l'expertise des meilleurs et puis les super conditions. Et bah ok, bah écoute, on espère quand même que ouais, ça va redescendre un peu les tarifs des bateaux. Peut-être que on est arrivé peut-être à un pic et que ça redescendra ou qu'ils Ouais, trouveront j'espère que c'est effectivement comme des. l'inflation, c'est Ouais. que ça y est, on arrive au top et que ça va redescendre. J'espère parce que voilà, on fait quand même un beau sport qui perdure depuis pas mal d'années et ça serait dommage que juste par spéculation, bah, on perde ça parce que on apprécie quand même venir au bord de l'eau, rencontrer du monde, parler de notre passion commune. C'est ce qui fait aussi quand même, voilà, qu'on apprécie se retrouver dans des jolis spots. Ok, donc toi, c'est vrai que tu nous as parlé de ton implication à plein de niveaux et notamment au club de Chartrette. Est-ce que tu aurais un conseil justement pour les gens qui veulent eh ben, réussir à faire perdurer notre beau sport, le ski nautique? Comment monter son club et comment réussir à le développer? Je pense qu'il faut être innovant et pas juste se concentrer sur je prends un bateau et je fais skier des personnes. Voilà, il faut vraiment soigner les à côté, essayer d'être créatif sur ce qu'on va proposer comme incentive, faire des animations thématiques, de dire bah, je vais faire un after work dédié à telle cible, les femmes, ce qui peut se passer avec le Chicks on Tour, ou pour les enfants, dire voilà je fais une après-midi baby ski, enfin voilà, d'avoir comme ça des temps forts pour essayer de fédérer. En faisant ça, bah, tu vas faire venir les familles, tu fais une après-midi pour les enfants, bah, tu vas avoir les parents qui vont venir en disant bah tiens moi j'essaierai bien. Euh, et puis voilà, d'avoir un staff de bénévoles, alors bénévoles ou employés, après tout dépend de la structure, et soigner la communication. Vraiment soigner la communication, on est un sport qui est déjà sous-médiatisé, euh, et je pense que tout ce qu'on fait dans un club, faut le faire savoir.
pas avoir peur d'aller démarcher les collectivités, enfin les mairies, d'avoir aussi les médias locaux. Et là, ils sont toujours en recherche de nouveaux sujets, mais il faut juste se donner la peine de... Voilà. Ouais. Surtout quand c'est un sport comme ça qui est sympa, je pense qu'effectivement ça doit être plus facile d'aller chercher Ah les oui, gens mais qui en en parlent, plus, quoi. on le voit parce que moi, je suis en contact avec certains médias locaux et l'été, ils sont friands d'avoir ce genre de sujet. Tous les sports co sont à l'arrêt, de se dire, bah, juillet-août, je vais parler de ski nautique, mais ils te demandent que ça. Mais encore faut-il juste aller frapper aux bonnes portes et prendre le temps de le faire. Après, on est souvent la tête dans le guidon quand il y a les mois juin, juillet, août. Et à la limite, il faut nouer les contacts pendant la période hivernale, de dire, bon, bah voilà, moi j'ai un club à tel endroit, venez faire un reportage en début de saison, en plus ça permet de faire une première publicité pour le club, et puis derrière, quitte à proposer à des journalistes de venir essayer, Ouais. j'ai testé pour vous, et puis ça en général ça fonctionne bien. Voilà. Et puis vraiment soigner les à côté, pas se dire je joue juste le club, c'est d'avoir un espace éventuellement où les gens peuvent rester après. Voilà, on est dans une société de consommation. Moi, je vois à Chartrette, on a lancé il y a 2-3 ans. Avant, on réservait pas. C'est-à-dire que les gens venaient, s'inscrivaient sur un tableau et ça se passait plutôt bien. Et après, on a vu avec la fréquentation du week-end qu'augmentait. C'est vrai que tu t'inscris et tu sais que tu skis que dans 3 heures, c'est un peu pénible, tu as l'impression d'avoir perdu ton temps. Et on était un peu réticent de se dire on va mettre en place un système de réservation parce qu'on voulait pas que ça devienne un club où les gens viennent, skient, repartent. L'ADN du club, c'était vraiment d'être un club familial. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens, même si tu prends ton créneau à 18h, ils vont arriver, une vingtaine de minutes avant, s'échauffer, ils vont skier, mais ils vont quand même rester derrière parce que le temps qu'ils n'auront pas perdu à attendre leur tour, ça les embête pas derrière de rester une demi-heure, 1 heure à discuter avec d'autres Ah oui. personnes et à prendre le temps. Que quand t'as attendu pendant 3 heures, déjà t'es dans ton coin à ruminer quand est-ce que je vais skier, et une fois que t'as skié, tu pars parce que t'as perdu trop de temps avant. Donc voilà, je pense que le système de réservation, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et après, si tu as les à côté, si tu as le coup à boire, si tu as une soirée thématique ou autre, les gens, ils restent, ils font connaissance. Et après, par le bouche à oreille, c'est venez dans mon club, c'est sympa, il y a une bonne ambiance, les gens, c'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent Ouais. vraiment des choses Oui, simples. parce que t'en as même qui peuvent venir pas forcément pour skier, mais juste pour se sentir faire partie de la communauté aussi. C'est exactement ça. C'est de se Mm. dire, je viens, je passe un bon moment, et moi j'avais vraiment peur de ça, de se dire on est dans une société ultra consommatrice où, allez, en un claquement de doigts, je peux avoir ce que je veux. Là, tu viens quand même faire un tour de ski, tu viens faire du sport, tu t'échauffes, et puis derrière, tu prends le temps de débriefer avec d'autres. Ah bah tiens, ou tu montes dans le bateau voir une autre personne, un autre pratiquant, et c'est ce qui fait la convivialité d'un club. Voilà, c'est pour avoir vu quand même pas mal de clubs en France, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien et de pas se dire voilà, je mets que un beau bateau ou ça à disposition, c'est vraiment soigner les à côté. Et je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui l'ont compris, hein. Oui, qui le font déjà, Dans tous ceux que j'ai cités, on arrive dans des clubs où les infrastructures sont nickel, tu arrives dans un endroit, c'est propre, c'est bien entretenu. Bon c'est vrai que ça donne envie de rester à T'y es côté. resté tout l'après-midi, ouais, C'est carrément. ça. Ok. Est-ce que tu peux nous dire juste aussi, c'est quoi la suite pour tes prochains projets, que ce soit au niveau de Chartrette, du club, de la ligue, qu'est-ce qui va se passer pour les années à venir? Est-ce que tu as des ambitions plus hautes? Ou dis-nous un peu ce que nous réserve l'avenir de ton côté. Alors, sportivement, 2023 sera les championnats d'Europe à Cazaux, donc ça c'est bien de les avoir de nouveau en France. Ça évite les aléas des voyages, on va dire. Tu connais. Donc ça c'est chouette. Et puis je suis content que ce soit chez Raoul parce qu'il a vécu un été compliqué avec les feux qui ont encerclé Ouais. son lac. Donc je sais qu'il va se donner la peine de faire un superbe événement. Et puis les gens en parlent déjà. Donc je crois que la renommée de son plan d'eau est plus à faire. Et puis les gens sont contents d'aller là-bas parce qu'ils peuvent allier vacances, ski. Enfin voilà, c'est le bon compromis. Donc je pense que ce sera un bel événement au mois de septembre 2023. Donc ça va être la priorité sportive de la saison prochaine. Après, sur tout ce qui est organisation, moi j'ai dans un coin de ma tête de refaire un championnat de France de wake bateau à Chartrette. Voilà, donc allez, je vais te donner un indice. Je pense que ce sera pour 2024. Pourquoi? Parce qu'il y a les JO à Paris. Ouais. Et je trouve que ça pourrait être sympa de les mettre pas très loin des JO à Paris. Comme ça, au moins, tous les riders de toutes les ligues, ils peuvent se faire leur compète et puis derrière en profiter pour monter la capitale Et et aller voir d'autres sports. Voilà, donc faudra voir au niveau du calendrier si c'est jouable. Mais je pense que ça pourrait être sympa, même si voilà, on n'est pas sport olympique, mais au moins on aurait un bel événement dans les parages. Et vu que Chartrette, nous, est terre de jeu
2024. Je trouve que voilà, d'avoir un bel événement sportif à ce moment-là, ça pourrait être sympa. Donc ce sera une des priorités. Et puis après, toujours partie prenante quand il y a des belles compètes à organiser. J'espère que je pourrai contribuer à ma façon. Ça marche, super. Merci Arnaud. J'ai une dernière question pour clôturer le podcast que je pose à chaque invité. C'est de savoir qui c'est que tu aimerais écouter dans un prochain épisode du podcast. Écoute, on en a un petit peu parlé pendant le podcast. Je pense qu'un entraîneur, ce serait bien. C'est justement ces travailleurs de l'ombre, j'ai envie de dire, ceux qui passent des heures et des heures dans le bateau, assis sur leur siège ou sous le toit du bateau. De voir un peu aussi leur approche, de voir comment ont évolué les techniques, comment ont évolué aussi la façon d'aborder les compétitions. Voilà, parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont dans le milieu depuis des dizaines et des dizaines d'années. Voilà, j'ai personne à citer parce que je veux désigner personne. Oui, bah oui. Et voilà, puis je veux froisser personne non plus. Mais voilà, je pense qu'on a quand même beaucoup d'entraîneurs très performants en France et qui forment des champions. Donc je pense que ça pourrait être sympa de les mettre en avant sur un de tes tournages. Ça marche. Merci beaucoup Arnaud. Je t'en prie Xavier. C'était top de nous accueillir ici sur ton spot d'entraînement à Nemours. Et puis on se dit à la prochaine. Merci encore. À bientôt. Ciao, ciao. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Studio Wake Park sur Instagram pour les coulisses, sur YouTube et aussi sur Twitch pour les événements en direct. Je vous dis à bientôt. Ciao!